Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actu, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le lundi 27 février 2023 et le bras de fer se poursuit entre la direction du Cabana Beach et la mairie de Port-Louis. Suite à l'organisation d'un événement le 31 décembre dernier, l'établissement est sous le coup d'une fermeture administrative de 4 mois. Une décision que M. Nicolas Semar, gérant des lieux, n'accepte pas. Vendredi soir, il organisait une rencontre pour expliquer les tenants et aboutissants de cette affaire qui met à mal le devenir de son entreprise et une trentaine d'emplois. Le reportage. Des Guadeloupéens ont décidé de se rassembler à la plage du Souffleur, devant le Cabana. Donc, chose normale, on est avec eux, on soutient la cause. Merci encore surtout. Merci pour tous les gens qui se sont déplacés, qui ont pris le temps. On sait qu'on est en période de carême, période qu'on respecte aussi. Et malgré ça, les gens ont décidé de venir apporter le soutien. Donc voilà, on peut que dire merci et merci encore. Ce soir, c'est la Guadeloupe qui a décidé de se mobiliser pour soutenir des entrepreneurs guadeloupéens parce qu'ils estiment que leur combat est juste, ils estiment que leur initiative est productive et bénéfique pour la Guadeloupe. Et la Guadeloupe a décidé de venir. Ce n'est pas ni de notre fait, ni de mon fait. Et je ne vais pas dire d'objectif si ce n'est qu'un objectif de soutien. Je suis arrivé sur un coup de tête. J'ai demandé au patron, qui Nicolas Semar, je lui ai demandé un poste pour, on va dire, pour 2 jours. En gros, je suis venu le voir, je lui ai dit j'avais besoin de 2 jours, si possible, vu que j'avais 2 enfants j'ai 2 enfants à élever, tu vois. Et il m'a dit OK. Et du coup, je suis là depuis un bon moment. Et à l'heure actuelle, là, je me demande, comment je vais faire. On est sous le coup d'une fermeture administrative de 4 mois. Et il y a des Guadeloupéens qui trouvent ça aussi injuste que nous et qui ont décidé de venir aussi exprimer leur mécontentement. Et du coup, ce soir, on a le rassemblement d'un tas de Guadeloupéens sortis de partout et de jeunes de Port-Louis, de personnes de Port-Louis qui sont venus soutenir la cause. C'est des sentiments, des appréhensions des choses et qu'au bout d'un moment, en tant que Guadeloupéen, on a envie d'avancer, on a envie d'exister, il faut nous foutre tous ces bités-là ça à côté. Que les mauvais sentiments, jalousie, méchanceté, l'envie de se nuire les uns les autres, c'est des bités qu'il faut nous mettre à côté parce qu'il y a une certaine positivité qui est en Guadeloupe, qui est disponible et que si jamais nous laisser ça partir, nous qui pète fil en nous, mais à 100%. C'est ça envie de les Guadeloupéens. Et notez en bref que le bâtonnier Charles Nicolas est suspendu de l'ordre des avocats pour une durée de 6 mois. Une décision rendue ce jour par ses pairs compte tenu de l'impact de son affaire et de la nature des faits qui lui sont reprochés. Pour rappel, une information judiciaire est ouverte pour le détournement de 11 millions d'euros. L'ordre des avocats rappelle toutefois qu'il bénéficie de la présomption d'innocence tant qu'une décision de justice n'a pas été rendue par le tribunal. Et maintenant, je reçois Frédérique Pelletier, qui est formatrice en communication non violente. Elle est en compagnie de Stéphanie Mulot, professeure de sociologie. Bonsoir à vous. Ah, je crois que... Oui, il y a juste une petite confusion. Il y a une inversion. Donc, moi, je suis Frédérique Pelletier, effectivement, et Stéphanie Mulot sera effectivement... on aura une projection pour la conférence du 1er mars, mais à mes côtés, il y a Véronique Gaspard. Véronique Gaspard, dans ce cas. Donc, formatrice certifiée aussi en communication non violente. C'est bien ça. Tout à fait. Très bien. Donc, vous organisez justement le mercredi 1er mars à partir de 18h30 à l'espace régional du Rézé une conférence sur comment gérer les conflits autrement. C'est-à-dire, dites-nous tout. Alors, j'aimerais passer la main à Véronique Gaspard pour ça. On y va. Oui, merci. L'idée, c'est de regarder, est-ce qu'on s'occupe des conflits au moment où ils émergent ou est-ce qu'on considère finalement que le conflit il est inhérent à la relation et que peut-être, si on réfléchit dans nos communautés, quelles qu'elles soient, familiales, au travail, sur est-ce qu'il y aurait une valeur ajoutée à accompagner les conflits autrement, de regarder comment, à un moment, on va peut-être mettre en place ce qu'on appelle
des systèmes restauratifs pour que, si le conflit émerge, on puisse s'en sortir dignement de part et d'autre. Donc on ne peut pas toujours éviter le conflit. Ah, alors Mais on non peut- seulement on n'a pas intérêt à l'éviter, on va regarder que le conflit, oui, je vois que vous avez l'air surpris. Pourquoi on n'a pas intérêt à l'éviter? Alors parce que le conflit, c'est en fait un ingrédient important de la relation et que à partir du moment où on sait le traverser ensemble, c'est une façon d'apprendre à se connaître. Et Dominique Barter, qui est à l'origine de la justice restauratrice, il dit que ce qui rend le conflit dangereux, c'est de s'en éloigner. Parce qu'on accumule, on craint de dire les choses, et au moment où ça explose, finalement, ça laisse des dégâts collatéraux dans les relations. Donc autant que ça explose, mais des explosions contrôlées selon vous. Alors, des explosions contrôlées, pas complètement. On va apprendre à dire ce qui nous convient comme ce qui nous convient pas, tout en préservant la relation. Et si jamais ça explose, de regarder comment, dans le cadre d'un cercle restauratif, on va pouvoir être entendu, qu'on soit le donneur d'acte, le receveur d'acte ou toute la communauté qui a été impactée par le conflit. Et ça, ce sera l'objet de la conférence, donc, mercredi. Mais quand on rentre dans un cadre assez conflictuel, en général c'est assez graduel, le ton monte, on commence à s'énerver. Donc comment arriver à se canaliser quand les émotions sont en ébullition? Alors, il est moins question de se canaliser que de regarder que, à un moment, effectivement, on laisse les choses monter. Et est-ce qu'il y a des endroits où on va pouvoir laisser fleurir le conflit, dans des endroits où il y a de la sécurité relationnelle, pour regarder de part et d'autre qu'est-ce que ce conflit avait à nous apporter et comment on va pouvoir utiliser le conflit comme une façon d'aller à la rencontre les uns les autres, où on n'y serait pas allé si on n'avait pas laissé ce conflit émerger. Et comment désamorcer une personne qui est violente? Alors, il y a différents niveaux de violence. Et la plupart du temps, on ignore notre violence parce que on imagine que la violence, elle est faite de coups, d'attaques, etc. Et moi, grâce à la communication non violente, et j'imagine que Frédéric, c'est la même chose pour toi, moi, j'ai appris que j'étais violente avec les meilleures intentions du monde. Oui, je vois, j'aime beaucoup votre surprise. J'aimerais échanger, continuer avec... Oui, parce qu'en fait, on reproduit des systèmes de communication qui, finalement, vont susciter des réactions chez nos interlocuteurs. Et que, la plupart du temps, en fait, on ne se rend pas compte qu'on met de l'huile sur le feu. Et au fur et à mesure, finalement, à un moment, on est peut-être à l'origine de quelque chose qui va exploser. Et je ne confonds pas, en fait, l'agressivité à certains moments dans la relation et puis certains moments de violence où s'il y a une atteinte physique possible, alors on va utiliser la force protectrice pour extraire la personne d'elle et d'une communauté pour laquelle il pourrait y avoir des dégâts. On dit qu'en général, il y a un dicton ici qui dit raison en cas passé pour tort. Donc tes raisons passent pour tes torts en général quand tu es violent, quand tu as frappé le premier ou quand tu as commencé à insulter le premier. Donc est-ce que ça discrédite dans un cadre de communication? Est-ce que la personne qui fait preuve d'un peu de violence est directement discréditée? Alors, ce que j'aime dans vos propos, et c'est là où moi la communication non violente m'a beaucoup soutenue, à me mettre en lien avec le fait que, et c'est une croyance, et personne n'est obligé de croire à ça, et ça je trouve que c'est très important. Moi je fais le choix d'y croire parce que je vois que ça me pacifie. On part du présupposé que tous les êtres humains, quoi qu'ils fassent ou quoi qu'ils disent, ils sont en train de nourrir un besoin. Ça ne veut pas dire que la façon dont ils le font, on est d'accord. Moi, je prends toujours ce même exemple d'un élève que j'avais accompagné dans un collège qui avait craché sur un enseignant. Il est hors de question de laisser ce type d'acte s'opérer. Et en même temps, avec cette vision de la communication non violente de Marshall Rosenberg, eh bien, on va se souvenir ensemble que cet élève, peut-être il est en train de parler d'un truc hyper important pour lui d'une façon extrêmement maladroite. Et là, en l'occurrence, ce jeune, quand je l'ai écouté pendant peut-être à peu près une demi-heure, il avait envie d'être entendu dans ce qu'il vivait chez lui. Et en fait, c'était un gamin pour lequel le papa n'avait pas trop de moyens d'échange. Et en fait, quand il nous a montré ses bras et ses jambes, il était lacéré. Et donc, est-ce qu'on vire un enfant d'un collège quand on connaît sa réalité, ou est-ce qu'on accompagne le parent pour avoir des moyens d'expression qui soient différents? Parce que pour moi, il n'est jamais question de jeter la pierre à qui que ce soit. Parce que, et on voit dans la justice restauratrice qu'on ne va pas parler de bourreau ou de victime, on va parler de donneur d'acte ou de receveur d'acte. Et dans mon expérience des cercles restauratifs,
la plupart du temps, tous les donneurs d'actes, c'est-à-dire tous ceux qui pourraient être accusés de violents, ont souvent été violentés eux-mêmes. Donc c'est comme une chaîne. Et donc j'aime beaucoup cette idée d'aller réparer des chaînes et d'envisager que dans 2 ou 3 générations, peut-être on pourra faire autrement. C'est OK Il va pour toi? briser Oui. peut-être ces cercles vicieux. En tout cas, c'est les accompagner, parce que moi, je suis convaincue que les gens font du mieux, et j'ai jamais de doute là-dessus. Chacun fait du mieux qu'il peut, avec sa réalité, l'éducation, avec les moyens qui sont les siens. Et aujourd'hui, pour toi, Frédéric, là, c'est important sur le territoire de faire de la prévention. Alors moi, je travaille dans les institutions, dans les administrations, dans les écoles. Et ce qui est important pour moi de rappeler, c'est que la communication non violente, en aucun cas, c'est de ne pas mettre un cadre. Et en aucun cas, c'est d'accepter. Il y a des actes qui ne sont pas acceptables. Mais par contre, on peut comprendre d'où ça vient. Et c'est donner les moyens à ces donneurs d'actes et aussi à la fois un espace d'écoute, que ce soit les donneurs ou les receveurs d'actes, un espace d'écoute où tout le monde s'écoute réellement. Et à partir de là, c'est co-construire ensemble une réparation. C'est-à-dire que autant le donneur d'acte que celui qui a reçu, on leur redonne le pouvoir de dire comment on pourrait faire autrement une prochaine fois. Donc, au niveau des écoles, c'est extrêmement important. Est-ce qu'on vire un enfant quand il a commis quelque chose, ou est-ce que toute la communauté se sent concernée par ce qui s'est passé? Voilà, les parents, les enseignants, le directeur, pourquoi pas le rectorat, et le jeune. Donc c'est vraiment alors moi, je constate sur le terrain, parce que moi je suis plutôt quelqu'un qui travaille sur le terrain, donc je suis en lien avec les éducateurs, en lien aussi dans les administrations, que ce soit les cadres, les agents, même sur certaines communes. Et je vois que partout, il y a du conflit. Le conflit, Ah non, mais de plus en plus. Hein, et le à tous les conflit n'est pas mal. Je veux dire, est-ce que dans une famille, il n'y a pas de conflit? Est-ce que le conflit, c'est quoi? C'est de ne pas être d'accord sur certains points. Donc, est-ce qu'on joue à la loi du plus fort, c'est-à-dire j'ai raison, toi t'as tort, j'ai raison, et ça monte, ça va grimper? Ou alors, est-ce que on se dit comment on pourrait s'écouter autrement? Et c'est à cet endroit que moi, je sais que la communication non violente m'a extrêmement soutenue en tant que mère, par exemple, où parfois j'étais démunie, je suis certaine de mes enfants, mais j'étais démunie face à certains actes de mes enfants, et au lieu de les écouter et de mettre un stop à des endroits où je savais qu'il y avait de la sécurité à mettre, est-ce que j'avais moi les moyens de ne pas leur rentrer dedans? Et combien de fois j'ai appuyé sur un bouton chez ma fille, j'avais l'impression d'appuyer que c'est un volcan qui est en éruption. Elle me rentrait dedans, ça partait. Et c'est vrai que la communication non violente m'a aidé à préserver le lien avec ma fille et en même temps à pouvoir mettre du cadre et avoir de la clarté aussi. Et je crois que voilà, donc c'était un petit peu mon parcours à la fois en tant que parent et aussi en tant que personne qui transmet la communication non violente et la gestion de conflits dans des administrations guadeloupéennes et martiniquaises. Voilà. Donc, voilà. Les téléspectateurs et la population pourra participer donc à cette conférence qui se tiendra à l'espace régional du Rézé demain à partir de 18h30. Mercredi 1er. Mercredi Ah oui, c'est vrai, 1er. on est lundi, demain 28. Moi, je prends trop d'avance. Donc, ce sera 1er mercredi mars. 1er mars à 18h30 à l'espace régional du Rézé. Comment gérer les conflits autrement? Il y a des inscriptions ou c'est entrée Non. libre? Alors, c'est une entrée libre, sachant que cette salle-là a 250 places. Voilà, donc ça sera vraiment les premiers. Et puis, on fera du mieux qu'on peut. Et ensuite, de toute façon... C'est retransmis par Zoom? Par Zoom, alors oui, une partie, je pense. Voilà. Et on regardera. L'idée, c'est de pouvoir créer des projets, et il y en a déjà pas mal en route avec certaines communes, voilà, et de continuer à essaimer cette peut-être haute vision de gérer des conflits. Merci beaucoup en tout cas Frédéric Pelletier, formatrice en communication non violente, et Véronique Gaspard, formatrice certifiée en communication non violente, d'être venue sur ce plateau ce soir pour nous présenter donc cette conférence autour de la communication autrement. Communiquer autrement, ça peut aider, ça peut servir. Préserver les liens. Oui, et qui se Oui, j'irais sortir gagnant-gagnant aussi. ce serait dans l'intérêt de tout le monde d'arriver à communiquer. Enfin, c'est s'entendre déjà. Ce serait déjà pas mal. En tout cas, merci beaucoup et on donne donc rendez-vous aux téléspectateurs le mercredi 1er mars à partir de 18h30 à l'espace régional du Rézé.
Et on enchaîne avec le colloque autour des maladies rares. De par leur singularité, ces pathologies restent difficiles à dépister et diagnostiquer. Faute de réponse, les patients entrent donc dans une errance médicale qui retarde considérablement les traitements et les chances de récupération. Regardez. Le problème des maladies rares, justement, c'est qu'elles sont rares. C'est-à-dire que chaque maladie rare ne touche qu'un nombre restreint de personnes. Par conséquent, cette rareté pose problème. D'abord, des problèmes diagnostiques. Ce sont des maladies mal connues. Donc, les médecins, au quotidien, ont du mal à identifier ces maladies rares. Et donc, les patients ont ce qu'on appelle une errance diagnostique. C'est-à-dire qu'il faut parfois plusieurs années pour qu'ils soient diagnostiqués. Et ce diagnostic est indispensable pour avoir une prise en charge appropriée. Donc, diagnostic et prise en charge par des experts, puisque ces maladies sont rares, donc mal connues de la majorité des professionnels de santé. Donc, il faut d'abord une reconnaissance de ces pathologies et une organisation de la prise en charge avec labellisation de structures expertes, de structures de référence. Et la plateforme, son rôle est de faire un peu ce relais entre les patients en difficulté diagnostique et donc de prise en charge, les médecins traitants qui eux-mêmes sont en difficulté parce que ces pathologies, ils les connaissent mal, et d'autre part, les centres experts qui, eux, sont à même de pouvoir prendre en charge ces différentes pathologies. Ces pathologies sont très, très variées, elles peuvent toucher n'importe quel organe, d'où la difficulté, vous comprenez, pour les diagnostiquer. Donc, ça te demande toute une organisation pour que ces patients puissent enfin être pris en charge correctement. Les maladies rares sont présentes partout dans le monde. Et en fait, c'est la souffrance des patients face à une non prise en charge, un non-diagnostic, qui ont mis la pression sur les autorités sanitaires pour qu'enfin il y ait une organisation mise en place. Donc c'est important qu'on puisse apporter un minimum de réponses. Et aussi, les patients, ils nous sollicitent régulièrement face à ces difficultés-là et parfois aussi donc les médecins traitants. La communauté d'agglomération Nord-Basse-Terre, elle lance un audit sur la transformation numérique de la collectivité. Ce dernier permettra l'élaboration d'une feuille de route numérique pour la mise en place de projets. Le reportage de Maxime Morel. Il faut dire aujourd'hui qu'il y a une explosion des moyens informatiques et automatiquement cela influe sur l'administration, sur la façon d'agir. Et ce que nous voulons, c'est qu'il puisse y avoir une maîtrise totale de ces instruments dans le cadre des procédures et pour permettre une meilleure efficacité des politiques publiques. Donc c'est pour cela que nous avons lancé cet audit qui permettra de faire le point pour chaque commune, mais au-delà de chaque politique publique. On a vu plusieurs exemples, comment on peut être beaucoup plus efficace dans la gestion des déchets, même dans la gestion de l'eau, également des actes administratifs. Et donc, c'est cette démarche que nous voulons. Il y aura plusieurs ateliers tout au long de ces jours et qui permettront donc de vraiment de faire le point en termes de transition numérique pour la situation de chaque commune. La première étape, c'est d'évaluer la maturité de la transformation numérique de la CANBT aujourd'hui et du coup d'en déduire des axes de travail et une feuille de route numérique sur laquelle la CANBT va pouvoir mettre en œuvre des projets aussi bien organisationnels que métiers ou technologiques. Les ateliers sont menés de manière semi-directive, c'est-à-dire que nous avons des trames de sujets à aborder, mais ça ne se passe pas sous la forme d'un question-réponse. L'idée, c'est de laisser les personnes parler en face de nous, qu'ils s'expriment et qu'ils évoquent à la fois leurs besoins, leurs problématiques, leurs enjeux, mais aussi les actions qui sont déjà mises en œuvre de leur côté ou au niveau de la direction pour répondre à ces besoins. Le numérique aujourd'hui est une solution via son exploitation de la donnée pour résoudre certains paradoxes qui aujourd'hui amènent les collectivités à produire beaucoup plus de services et de meilleure qualité tout en consommant beaucoup moins de ressources. Cela doit pouvoir améliorer la qualité de la vie, in fine, et aussi qu'on soit en meilleure harmonie avec notre environnement. Et on sera à Moule pour l'inauguration de la résidence Flora. 37 logements intermédiaires avec vue sur mer sont disponibles pour les actifs. Regardez. C'est pas qu'il y a un manque de logement, il manque de logement en France, il y a un manque de logement en Guadeloupe, c'est général. Et c'est pas le fait qu'il y ait un manque de logement, c'est le fait qu'on ait accompagné le porteur de projet
de manière à créer des logements intermédiaires. Parce que nous avons déjà assez de logements sociaux, entre guillemets, à Moule. Lorsque je dis logements sociaux, c'est qu'on a installé pas mal de personnes à revenus modestes, qu'on les a rendus propriétaires, surtout dans ce quartier. Et malgré tout, on est obligé de payer une taxe parce que l'État considère qu'on n'a pas assez de logements sociaux. Mais on a choisi quand même de mettre des personnes, de créer des logements intermédiaires parce que c'est mieux pour la population. Et puis, il y a des gens qui ont les moyens économiques pour dépenser, pour dynamiser la ville. C'est ça l'idée. C'est une très belle résidence que nous inaugurons aujourd'hui, lundi 27 février. C'est une résidence, comme je vous le disais en préambule dans mon discours, avec 37 logements sur 4 niveaux, des logements avec vue sur mer, donc c'est exceptionnel. Et ce sont des logements intermédiaires, on appelle ça du PLS. C'est des logements donc, qui étaient demandés, très demandés, donc il y avait un fort besoin pour la ville du Moule de logements intermédiaires. Pas que du logement très social et du logement social, mais du logement intermédiaire avec donc généralement des salariés mouliens ou des environs. Parce que nous, on fait un travail conséquent. Le logement est un aspect, mais là, on installe des commerces, on installe des entreprises nouvelles. Il faut savoir, exemple, les gens l'oublient, mais le complexe agroalimentaire de la Guadeloupe, c'est à Moule, avec l'usine Gardel, à Bioma, avec Damoiseau. Et là, on va avoir un hôtel 4 étoiles à la baie, le groupe Accor. Tout ça contribue à faire en sorte que la ville soit dynamique économiquement, même si aujourd'hui, ce n'est pas le Moule qui bénéficie, c'est la communauté d'agglo, mais nous sommes dans la communauté d'agglo du Nord-Grande-Terre. C'est important quand même que nous créions des emplois pour que les Mouliens, les personnes qui viennent habiter à Moule, puissent travailler là où ils habitent. Et on part pour la journée des pois au terrain militaire de Lens-Bertrand. Il existe des dizaines de variétés de ces plantes légumineuses qui sont consommées par l'homme ou utilisées comme aliment pour le bétail. Dans le temps, ils étaient produits en masse dans le Nord-Grande-Terre pour approvisionner tout l'archipel. En Guadeloupe, on aime les pois et on les consomme de multiples façons. Le reportage. La journée des pois est l'événementiel du projet pois. Le projet pois a plusieurs volets. Il y a un volet banque de graines, un volet production de pois. Il y a aussi un volet transformation et aussi un volet commercialisation. Et le volet événementiel, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le but du volet événementiel, c'est de rassembler sur un même site des agriculteurs, des agrotransformateurs, des artisans et qui travaillent aussi les pois, les graines de pois non comestibles et faire aussi de la pédagogie. On a fait des stands pédagogiques pour les enfants et en dehors de ça, de faire de la communication autour des pois avec un bicaparole ou encore des conférences. Lens-Bertrand, c'est un pays, un endroit où les pois poussent naturellement, facilement. Et il y a de cela une quarantaine d'années, Lens-Bertrand était le grenier de la Guadeloupe en termes de pois d'Angole, parce qu'on fournissait des pois à toute la Guadeloupe. Et aujourd'hui, ça s'est perdu. Donc je veux le remettre au goût du jour parce que, au-delà de simplement l'aspect économique, il y a un aspect santé, un aspect nutritionnel important, parce que le pois, c'est un aliment qui peut remplacer la viande. Le pois, ça permet aussi en même temps de protéger l'environnement parce que ça permet d'enrichir le sol en azote pour que les autres cultures qui viennent après le pois puissent mieux se porter. Ça belle tout bonnement, c'est une belle initiative et c'est un bel encouragement pour nous aussi. Ça permet nous de comprendre que nous pas arrêter à terre. Mais nous, là, nous porter mon œuvre et sont belles de tout le monde. Ça permet de rassembler la production de pois de ramener la production de pois vers les consommateurs. C'est vraiment le but de faire de la sensibilisation pour que les personnes, la population de la Guadeloupe puisse comprendre la raison pour laquelle il faut planter des pois et consommer des pois. Aujourd'hui, on a été conviés à cette manifestation pour valoriser le pois de chez nous, donc pois en tout genre. Et donc du coup, là j'ai travaillé sur ma préparation et donc j'ai fait un sorbet de pois que j'appelle pois savon rouge, chocolat pays.
Moi, aimé ça, moi, aimé transformer. Et comme en TV travail, on produit frais, et donc on a eu l'idée de faire en glace. Et comme moi, aimé faire glace, donc c'était l'idée là, ça quand on vient de trouver. Donc on peut trouver d'autres produits encore à base de pois, mais je de là, c'est ça, on travaille. Et retour maintenant sur cet hommage rendu à Sonny Rupert au cimetière de Capesterre-Belle-Eau. Chaque année, la famille, les amis et les organisations patriotiques font vivre la mémoire de ce grand militant de la cause guadeloupéenne. Le reste en images. Je dis là, nous en cimetière Capesterre, d'avoir nous songer Sonny Rupert, qui m'a une idée aujourd'hui l'année, c'était en 25 février. Et grand Guadeloupéen à ça, qui goumait en l'eau pour pays, et puis qui goumait pour d'autres pays passer la terre. Mais peut pas arrêter dans l'oubli. Donc, comme chaque année, nous assemblés, qui c'est les organisations patriotiques, qui c'est d'autres organisations, qui c'est aussi famille et amis, on a la relation, pour rendre hommage, pour faire connaître aussi le travail et l'esprit à Sonny, d'avoir, même si Sonny est mort, mais l'esprit là, le travail là, et ça a été vrai pour le pays Guadeloupe, doit être continué. Donc, c'est là, travaillant aujourd'hui là, qui ça qui pigène, qui ça qui j'ai dit l'âge, était dans la relation pour payer l'avancée. Contrairement avec Sonny, il fait après les événements 67 en Guadeloupe. Et en France, en moment là, ça, avec un certain nombre de camarades. Et il faut organiser défense à ces camarades-là qui étaient emprisonnés là. Et donc nous travaillons sans ça. Et nous rencontrons un certain nombre de monde en Guadeloupe, de personnalités, aussi bien avocats, qui est également des représentants de l'État algérien, qui étaient sortis obtenir l'indépendance. Et ces liens-là qui nient entre moi et Sonny. Son phare, et puis c'est aussi son ami, son collègue, en étant fait l'école en même temps que Sonny, en étant aussi milité, puis Sonny qui s'est écrit si article, c'est aussi à un coup de main. D'avoir Sonny à pas tout le monde qui était qui apporte premier point de vue, son bouquet était très pratique et aussi des bons moments de vie, de drive, de marcher en babois. Tout ça, c'était la vie de militance et puis Sonny, envie qui fait de beau cantage, qui fait aussi de partage et d'apprentissage. On loue apprentissage là dans l'écriture, assis créole, assis, mais ça pays là, il y a aussi d'autres pays, assis la terre. La Sonny visiter, militer, qui c'est l'Algérie, qui c'est qui bat. Et en parlant d'hommage, le groupe Au-delà fera un clin d'œil à Robert Loison et Mansoso à l'occasion de son prochain concert à Moule. Nous avons assisté à une répétition, regardez. La musique en nous a défini comme étant son mêlé, pas d'avoir nous ni en base reggae goka, mais dans tout ça ni en influence pop rock jazz qui a vite mêlé dans ça, et son univers à la fois original qui rend hommage à tous les grands musiciens qui étaient en Guadeloupe, des gens qu'on Mansoso fait là, Robert Loison et vers Mansoso et ni d'autres encore. Nous rendons hommage dans ces titres-là, nous avons proposé samedi 4 mars. À 19h, à la salle Robert Loison, au Moule. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Marie-Lou Dominique Landry, bonsoir à Maggie Delannay, bonsoir à Ghislaine Khalif, à Joël Bazit, bonsoir à Moïse Tézénas, au général Franck Abar, bonsoir à Eddy Félix, bonsoir à Mathilde Gépi, bonsoir à Christian Bourdou, bonsoir à Dominique Landry, bonsoir à qui d'autre, à Sanuba Ley, à Étienne Chouina, bonsoir à Martine Gitras, bonsoir à Olivier Duy, à Ti Jojon Neguez, bonsoir, à qui d'autre, à Fabienne Médard, à Le Malu, à Odile Girondin, à Katia Galvani, à Colette Coquin, Patricia de Normandie, bonsoir à Marielle Lanclas, bonsoir à Judith Goyam, oui,
Judith Goyam, bonsoir à Perle de Karukira, bonsoir à Rulé, Bronson Style Steve, bonsoir à qui d'autre, à Aqua Africa BL, bonsoir à qui d'autre, à Ronald Farescourt, bonsoir à Patrice J. Blaka. Ce sera tout pour ce soir. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les actualités au niveau national, mais il y en a une que j'aurais bien voulu relever ce soir, c'est la classification du journaliste Carl Zéro dans la section complotiste. On voit que les médias sortent pas mal d'articles sur ce grand homme, il faut dire ce qui est. Grand homme qui se bat pour dénoncer la pédophilie en France depuis une vingtaine d'années, mais visiblement c'est très compliqué effectivement de parler de ce sujet. On qualifie même souvent la France de pédolande au niveau international. On devrait peut-être se poser des questions et laisser les journalistes faire leur travail d'investigation correctement. Ce serait pas mal au lieu de couvrir effectivement ces personnes. Allez, on se retrouve tout à l'heure.